En 1997, c'était une belle journée ensoleillée comme toutes les autres dans la zone de conservation de Guanacaste au Costa Rica. La végétation était florissante, les espèces animales se développaient et la terre n'avait jamais été aussi belle. Mais tout à coup, plusieurs camions sont apparus à l'horizon. Ils se sont frayés un chemin à travers le parc, puis, chose incroyable, ont déversé toute la cargaison qu'ils transportaient en plein milieu de la zone et sont repartis. Mais ce n'était pas n'importe quelle cargaison, c'était des pelures d'orange. Au cours de l'année suivante, plus de 1000 camions se sont rendus sur ce site autrement magnifique, déversant 12 000 tonnes métriques de pelures d'orange sur le terrain. Le propriétaire de ces camions essayait-il de ruiner le paysage? Est-ce que le fait de les déverser ici était une sorte d'acte de vandalisme ou de protestation super bizarre? Essayait-il de débarrasser la région de sa flore et de sa faune pour leurs propres besoins en utilisant un moyen de dissuasion bizarre et entièrement naturel? Installe-toi confortablement car nous sommes sur le point de plonger dans cette étrange histoire de l'homme contre la nature et dans bien d'autres du même genre. Ok, pour aller au fond de ce gâchis orangé, il faut remonter jusqu'en 1976. C'est à cette époque que Daniel Jensen et Winnie Alwax ont obtenu leur diplôme à l'université de Princeton et ont commencé à consacrer leur carrière à assurer un avenir aux écosystèmes forestiers tropicaux menacés. Ils sont devenus écologistes à l'université de Pennsylvanie et ont travaillé comme conseillers pendant de nombreuses années dans la zone de conservation de Guanacaste. Bien que le pays ne couvre que 0,03% de la surface de la Terre, le Costa Rica représente 6% de la biodiversité mondiale et Johnson et Alwax tenaient à ce qu'il en soit ainsi. Cependant, en 1995, la société de jus de fruits Del Oro a installé une grande usine et de vastes bosquets à proximité de cette zone de conservation, à la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua. L'organisation de conservation avait d'abord voulu acquérir ce terrain, soucieuse de préserver sa forêt des dangers et des pollutions de l'industrialisation. Mais Johnson et Alwax ont soudain réalisé qu'il y avait un marché à conclure, un marché dont les deux parties bénéficieraient. En échange de la zone frontalière, Del Oro serait autorisé à déverser ses déchets dans le parc de conservation. De l'extérieur, un accord permettant à une société de transformer une zone de conservation en décharge semblait complètement insensé. Mais Johnson et Alwax étaient convaincus que l'obtention de cette zone frontalière pour l'Organisation de protection de la nature, quels que soient les inconvénients, était une grande victoire. Mais avant que cette affaire juteuse ne puisse se concrétiser, certaines conditions devaient être remplies. Tout d'abord, Del Oro ne pouvait déverser que des déchets agricoles, principalement ses pelures et pulpes d'orange. Deuxièmement, il n'était pas autorisé à utiliser des pesticides sur ses cultures, de sorte qu'aucun produit chimique désagréable présent sur les pelures ne pouvait nuire aux plantes indigènes. Les pulpes devaient également être débarrassées de leur huile de limonène, ce que Del Oro faisait volontiers puisqu'elle pouvait la vendre et l'utiliser dans des produits d'entretien ménager. Enfin, les déchets d'orange ne pouvaient être déversés que sur des parties du parc précédemment utilisées pour le pâturage du bétail. Il s'agissait de zones où la qualité du socle était médiocre et dégradée. Pour Del Oro, c'était un prix étrange mais un peu élevé à payer pour pouvoir se débarrasser gratuitement des pelures et de la pulpe d'orange. Par ailleurs inutile, et ils ont donc accepté. Le plan de Johnson et Alwax était en marche, et ils étaient tellement convaincus de faire le bon choix qu'ils ont conclu un accord pour recevoir 1000 chargements de camions d'écorce de Del Oro chaque année pendant 20 ans. Au total, cela signifiait qu'environ un quart de million de tonnes métriques d'épluchures et de pulpes seraient déversées sur la Terre. Mais à quoi pensait-il donc? Mais le plan a été interrompu par la jalousie d'une entreprise de jus de fruits rivale, Tico Fruits. Ayant déjà dû revoir tout son système d'élimination de déchets, Tico Fruits enviait la facilité avec laquelle Del Oro se débarrassait de ses déchets d'épluchures dans le parc national. Ils ont donc intenté une action en justice pour les en empêcher. Ils ont allégué que la décharge était dangereuse, avec des piles de pelures pourries et des mouches qui mettaient en danger les habitants et la faune. Tico Fruits a également entamé une guerre médiatique sans merci, dénonçant le fait que le projet de pelure d'orange détruisait le parc national. Même s'il ne s'agissait que de fiction, la campagne de diffamation de Tico Fruits a fonctionné et a retourné tout le pays contre Del Oro. Le tollé a été tel que l'affaire s'est retrouvée devant la Cour suprême du Costa Rica. Malgré les preuves fournies par des groupes environnementaux comme Rainforest Alliance, qui assuraient que le projet était écologiquement sûr, la Cour suprême a statué contre Del Oro. En fin de compte, le projet a été arrêté, mais avec les 12 000 tonnes de pelures d'orange déjà déversées sur 3 hectares de terrain, ont été laissées en place. Avec le temps, le projet a été complètement oublié jusqu'à 16 ans plus tard. Une équipe de chercheurs de l'université de Princeton, après s'être documentée sur l'expérience de la peau d'orange, a décidé de retourner sur le site pour découvrir ce qu'il s'était passé. Mais lorsque l'équipe est arrivée, elle n'a pas trouvé le site. Les pelures d'orange avaient complètement disparu. En cherchant toute trace de pelure manquante, l'équipe s'est retrouvée perdue dans une forêt tropicale épaisse et envahie par la végétation.
jusqu'à ce qu'ils tombent sur un vieux panneau jaune enveloppé dans des lianes géantes de la jungle. C'était étrange, c'était le même style de panneau que les chercheurs avaient utilisé il y a des années pour étiqueter le sol stérile et de mauvaise qualité sur lequel les pelures avaient été déversées. Et puis finalement ils ont compris. La forêt tropicale dans laquelle ils trébuchaient était le site original, stérile et souillé, où se trouvaient les pelures d'orange. Même Monsieur Night Shyamalan n'aurait pas pu trouver un tel rebondissement. Il s'est avéré que les pelures d'orange avaient complètement transformé le paysage stérile. Après avoir inspecté la zone, l'équipe de Princeton ont découvert une augmentation phénoménale de 176% de la biomasse aérienne dans la zone de 7 acres. Ils ont mesuré un figuier si grand qu'il fallait 3 personnes pour l'entourer de leurs bras. Et parmi ces branches, les chercheurs ont repéré un taïra, une belette de la forêt tropicale de la même taille qu'un petit chien. Ouais, plutôt mignon. Mais ce qui a le plus étonné l'équipe, c'est la riche diversité de la canopée. Ils ont dénombré 24 espèces d'arbres dont les plus courantes étaient associées aux forêts anciennes. Un contraste saisissant avec le pâturage non traité situé à un peu plus de 300 pieds de là, où l'équipe n'a comparé que 8 espèces d'arbres. Cela signifie que, sur cette parcelle de terre auparavant stérile, une forêt tropicale saine et dynamique a entièrement repoussé. Certains pourraient penser que des haricots magiques ont été semés, mais c'était le plan de Johnson et Al Wax depuis le début. À l'origine, le site était envahi par des espèces d'herbes envahissantes. Cependant, les herbes ont été étouffées sous les tonnes d'écorce d'orange et se sont décomposées en un compost riche et limoneux. Les oranges pressées étaient parfaites pour cette tâche car elles avaient été débarrassées de l'huile de limonène, qui peut empêcher les plantes de pousser. Et des pelures dégradées ont rempli le compost de nutriments puissants comme le potassium, l'azote et le phosphore. Ce compost riche en nutriments a fourni un terrain luxuriant aux plantes indigènes pour qu'elles s'y installent et s'y développent. Avec seulement 16 ans pour prospérer et des conditions météorologiques parfaites au Costa Rica, une toute nouvelle forêt tropicale était née. Attends un peu, avant que tu ailles jeter des pelures d'orange autour de ton quartier pour essayer de transformer ta ville en forêt tropicale, ce succès de la forêt est un cas particulier. Le Costa Rica est situé près de l'équateur, ce qui signifie qu'il fait chaud et humide toute l'année, offrant ainsi un climat tempéré parfait pour que les choses se décomposent et poussent rapidement. Des tactiques similaires utilisées dans d'autres parties du globe où les températures descendent en dessous du point de congélation ralentiraient ce processus ou l'empêcheraient même complètement. Ce phénomène de la forêt tropicale est donc vraiment dû au fait que les pelures d'orange ont été jetées au bon endroit et au bon moment. Le potentiel de changement des écorces d'orange ne se limite pas à la restauration des forêts tropicales. Les scientifiques s'intéressent à ces écorces piquantes pour tout un tas d'autres utilisations. La société d'exploitation des écorces d'orange, Orange Peel Exploitation Company, est à la tête de cette initiative. Eh oui, ça ressemble à une super société de super méchants, mais malgré leur nom, les OPEC ne commettent pas de crimes fruités. Mais ils se consacrent à la recherche de moyens d'utiliser les écorces d'orange pour sauver le monde. Ils ont entamé des recherches sur l'utilisation des pelures d'orange comme biocarburant potentiel, une alternative plus verte aux carburants fossiles que nos voitures engloutissent actuellement. Et pour réduire les déchets produits par les plastiques à usage unique, la société AIMPLAS cherche à utiliser les écorces d'orange comme matériau pour une gamme de bioplastiques. Tu pourrais donc finir par boire ton jus d'orange dans une brique en plastique fabriquée à partir de vieilles pelures d'orange. Une conception de l'orange. Les chercheurs de l'université de Grenade sont allés jusqu'à mettre au point une méthode de filtration des eaux usées en utilisant des pelures d'orange jetées. La composition chimique des pelures signifie qu'elles peuvent filtrer les toxines telles que l'ammoniac, purifier l'eau et la rendre potable. Cela peut sauver la vie de millions de personnes en leur garantissant un accès à de l'eau propre et fraîche. Est-ce qu'il y a quelque chose que les écorces d'orange ne peuvent pas faire ? Est-ce que t'avais vu venir le twist de la peau d'orange? Si c'est le cas, lève le pouce de cette vidéo. Si tu as été aussi surpris que l'équipe de Princeton, laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi ce que tu pensais qu'il allait se passer ensuite. Et avant de regarder d'autres transformations entièrement naturelles, pourquoi ne pas appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous? C'est fait? Très bien. Maintenant, quelle est la transformation la plus folle que nous ayons à découvrir? Le Rainforest Café. Ah, il n'y a rien de tel qu'une tasse de café bien chaude pour te réveiller le matin. Mais nous ne sommes pas les seuls à apprécier une poussée de caféine. Tout comme nous, il s'avère que les forêts se déplacent plus rapidement avec une tasse de café dans leur système. Inspirés par l'expérience des pelures d'orange, les gens de l'université d'Hawaï ont décidé de mettre le café à l'épreuve pour voir s'ils pouvaient restaurer une forêt tropicale épuisée. Les arbres sont de grands buveurs, alors pour faire reposer une forêt tropicale, tu as besoin d'un latte de café. Mais les chercheurs n'ont pas fait la queue chez Starbucks pour commander 20 000 cappuccinos à la vanille. Au lieu de cela, ils ont utilisé des déchets de café. Bien qu'on ait tendance à considérer le café comme un grain, il commence en fait sa vie comme une baie. Après la récolte des baies de café, près de 50% d'entre elles finissent en déchets car leur chair rouge vif est jetée pour atteindre la graine qui se trouve en dessous. Mais cette fois, au lieu de jeter les peaux des baies à la poubelle, elles ont été collectées par les chercheurs et dans le cadre d'une étude menée en 2018, déposées sur une parcelle de terre déboisée.
Cette terre avait été exploitée pendant des années pour faire paître le bétail, et elle était dominée par l'herbe à palissade envahissante qui peut atteindre jusqu'à 16 pieds de haut. Tu aurais besoin d'une tondeuse à gazon de type Monster Truck pour t'attaquer à ce terrain. Cette herbe super haute bloque la lumière des arbres indigènes et les empêche de pousser. Alors, pour lutter contre cela, les chercheurs ont étalé un demi-pied de peau de café dépulpé sur les herbes de pâturage, ce qui a étouffé le feuillage et l'a fait pourrir. La chaleur intense du processus de compostage a détruit tous les systèmes racinaires des herbes envahissantes. Non seulement cela, mais les herbes décomposées mélangées à la pulpe de café ont créé un sol fertile et riche en nutriments. Un breuvage parfait pour les plantes, moins pour les humains. Imagine une tasse de terre et de lait chaud. Berk. Mais les arbres ont adoré leur compost de café et se sont mis à pousser comme s'ils avaient du carburant pour fuser dans leur système. Au bout de 2 ans, les chercheurs ont constaté que la parcelle stérile était maintenant recouverte à 80% d'un nouveau couvert végétal. Certains arbres mesuraient plus de 3 mètres de haut. Il s'agissait notamment d'espèces tropicales qui peuvent atteindre 60 pieds de haut. Les chercheurs ont comparé les arbres avec une parcelle adjacente qui n'avait pas été recouverte de pulpe de café et ont constaté que les arbres alimentés par le café étaient en moyenne 4 fois plus grands que la parcelle non traitée. La caféine présente dans leur organisme avait déclenché une méga poussée de croissance. Alors, si le café peut faire pousser les arbres plus vite, pourrait-il être utilisé à plus grande échelle pour aider à combattre les effets humains de la déforestation massive? Eh bien, pas tout à fait. Tu vois, cette méthode a aussi des inconvénients. La pulpe de café en décomposition attire beaucoup de mouches et d'insectes, qui affectent tous ceux qui vivent à proximité. Même si l'achat d'un chasse-mouche peut être un petit prix à payer pour le bien de la planète. Cependant, l'engrais de café peut aussi causer des contaminations de bassins versants. En effet, la pulpe peut se retrouver dans les rivières et les ruisseaux et provoquer une croissance excessive des algues, car les riches nutriments qui donnent un coup de feu aux arbres peuvent aussi donner un coup de fouet aux mauvaises herbes. Dans l'eau, ça peut déclencher des proliférations d'algues géantes qui peuvent perturber les écosystèmes délicats des rivières et des lacs. Et c'est pas tout. La pulpe de café peut contenir des traces de pesticides nocifs qui pourraient finir par polluer nos cours d'eau. Alors oui, l'engrais à base de café a ses avantages, mais vaut mieux l'utiliser avec modération. Si on parvient à trouver le bon équilibre, on pourra peut-être préserver la beauté des forêts tropicales du monde entier. La muraille verte de Chine. Le grand désert de Gobi couvre 800 000 km du nord de la Chine, et grâce au changement climatique, il ne fait que s'étendre. Le désert de Gobi est le désert qui croît le plus rapidement sur Terre, consommant chaque année plus de 3000 km de prairies et les transformant en terres sèches, arides et inhospitalières. La cause de cette désertification rapide est le résultat de la révolution industrielle frénétique de la Chine au début du XXe siècle. Bien que le pays possède aujourd'hui la deuxième plus grande économie du monde, cela s'est fait au prix d'une déforestation massive et d'un surpâturage qui ont ravagé les ressources en bois et en eau du pays. Ces terres et forêts épuisées sont aujourd'hui dévorées par le désert et se rapprochent, ce qui est inquiétant, des grands centres de population comme Pékin. Alors, pour lutter contre le Gobi, le gouvernement chinois a élaboré un plan qui fait appel à l'une de ses plus grandes compétences. Il a construit une grande muraille verte. En 1978, la Chine a lancé l'ambitieux programme Tree North Shelter Forest, dont l'objectif était de bloquer l'expansion du désert de Gobi en plantant des arbres. Au cours des 40 dernières années, plus de 19,47 millions d'acres de forêt ont été créés et environ 130 000 miles carrés de désertification ont été inversés. Pour te donner une idée, c'est plus grand que l'ensemble de l'État du Nouveau-Mexique. Ouais, et c'est pas fini. On prévoit que le programme engendrera 87 millions d'acres de nouvelles forêts d'ici 2050. Le succès est tel qu'en 2020, le programme Shelter Forest a restauré 93,24% du désert de Maouzou, en une forêt luxuriante à la végétation fertile. Malheureusement, tout n'est pas rose et ensoleillé le long du Grand Mur Vert. Au cours des premières années du projet, on a pratiqué la monoculture, c'est-à-dire qu'on n'a planté qu'une seule variété d'espèces d'arbres non indigènes à croissance rapide. Bien que ces efforts paraissaient impressionnants vus d'en haut, les arbres épuisaient le sol en nutriments et en eau, ce qui a fait souffrir et mourir les populations d'arbres indigènes. De plus, ces forêts d'espèces uniques risquent fort d'être anéanties par des souches de maladies dans un effet domino. Bien que la Grande Muraille Verte ait augmenté la couverture arborée de 32% entre 2000 et 2015, il y a eu une perte nette de 6,6% des forêts anciennes indigènes. Et l'enquête sur la région a également découvert que les agriculteurs coupaient des arbres indigènes afin de collecter de l'argent pour en planter de nouveaux. Si tu dis à un gars comment faire de l'argent rapidement, il commencera à couper des coins, ou dans ce cas, à couper des arbres. Ironiquement, le désert de Gobi a fini par avoir un écosystème plus sain que les forêts artificielles qui tentaient d'arrêter sa progression. Il abrite une grande variété de flore et de faune, comme le majestueux léopard des neiges ou le chameau à Bactriane à 2 bosses. Ça en dit long quand un désert abrite plus de vie qu'une forêt artificielle. Conscient de ces problèmes, le gouvernement chinois a déployé une série d'interdictions d'abattage des forêts naturelles à l'échelle nationale entre 2014 et 2017.
Et au lieu de planter uniquement des monocultures, ils se sont adaptés pour planter des espèces d'arbres, d'arbustes et d'herbes indigènes, augmentant ainsi la biodiversité de l'écosystème de la Grande Muraille Verte. Les agriculteurs sont désormais payés pour planter des plantes indigènes et savent qu'ils doivent laisser les forêts anciennes tranquilles. Ainsi, la Grande Muraille Verte a renversé la situation et est devenue un bienfait prospère pour la planète. On dirait que Pékin peut respirer tranquillement, enfin pour l'instant. Pique-nique sur la Lune. La vallée de Wadi Rum dans le sud de la Jordanie est un paysage si sec et si aride que l'on a surnommé la vallée de la Lune. Pourtant, avec ses sables rouges et ses falaises escarpées, tu pourrais te croire transporté sur Mars. C'est en tout cas ce qu'a pensé le légendaire réalisateur Ridley Scott qui l'a utilisé comme lieu de tournage extérieur pour son film Seul sur Mars. Mais tu ne trouveras pas Matt Damon en train de camper là-bas ces jours-ci, car elle est située dans le deuxième pays le plus pauvre en eau du monde. La Jordanie dispose de moins de 150 mètres cubes d'eau par personne et par an. Comparativement, les États-Unis ont plus de 9000 mètres cubes d'eau par personne. Et le Wadi Rum est encore plus sec. Entre mars et décembre, lorsque le désert connaît sa saison la plus humide, la moyenne de précipitation n'est que de 5 mm par mois. Ça représente une cuillère à café d'eau. Mais si tu ne pourrais jamais faire une bataille d'eau dans le Wadi Rum, c'est un endroit idéal pour un pique-nique. Au milieu des dunes arides du désert, la ferme de Rome est florissante. Plus grande ferme de Jordanie, elle s'étend sur près de 5000 acres de terre et produit chaque année 20 000 tonnes de pommes de terre, 10 000 tonnes d'oignons et des milliers de tonnes de fruits mous comme les pêches, les poires, les figues et les oranges. Alors comment peut-on cultiver de la nourriture dans un endroit sans eau? Eh bien, vu d'en haut, la ferme Rome est constituée d'une série de champs circulaires concentriques. Des champs qui te semblent familiers? Ouais, ce sont des acroglyphes, on dirait bien. Ridley Scott a-t-il fait venir des extraterrestres sur Terre pendant le tournage de Seul sur Mars? Non, je plaisante. Il n'y a pas eu d'intervention extraterrestre ici. L'eau est tirée d'un aquifère souterrain qui puise de l'eau de la nappe phréatique à une profondeur de 100 à 1300 pieds dans la terre. Des pompes remontent l'eau à la surface où elle irrigue les champs circulaires à l'aide d'une rampe pivotante munie de buses d'arrosage. Pour conserver l'eau et éviter qu'elle ne s'échappe dans l'air sec du désert, des tunnels en plastique enveloppent certaines des cultures les moins résistantes et les protègent des températures extrêmes du désert. Les agriculteurs ont également planté des plantes succulentes et des légumineuses rustiques pour couvrir le sol des cultures. La teneur en gel des plantes succulentes abaisse les températures de surface du sol et réduit l'effet du déplacement des sables, tout en prélevant très peu d'eau sur les cultures elles-mêmes. Ces méthodes agricoles sont similaires à celles utilisées il y a des milliers d'années par les anciens Égyptiens et les Nabatéens. Il s'agit donc d'une technique qui a fait ses preuves. Mais d'où leur vient cette idée? Je dis pas que ce sont les extraterrestres. Quoi qu'il en soit, la transformation du désert sec en terre agricole fertile a été une grande victoire pour la Jordanie. Actuellement, le pays importe 98% de sa nourriture. Mais aujourd'hui, avec les récoltes en plein essor dans le Wadi Rum, cela pourrait signifier que le pays peut évoluer vers une plus grande autosuffisance. À l'avenir, l'agriculture dans ce désert ne sera peut-être plus un concept aussi étranger. Elle pourrait devenir une méthode adoptée par d'autres pays, car la propulsion mondiale ne cesse d'augmenter et le monde a de plus en plus faim. Mais fait inquiétant, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a récemment calculé qu'il faudrait doubler la production alimentaire pour répondre à la demande de la population mondiale croissante. Cela signifie que le monde devra produire plus de nourriture au cours des 40 prochaines années qu'il n'en a été produit au cours des 8000 dernières. Cela dit, est-ce que quelqu'un a envie d'aller faire un tour au marché du Sahara? Cependant, nous ne pouvons pas rendre tous les déserts verts. Bien qu'ils puissent sembler être des terres stériles, les déserts sont des ressources riches qui fournissent au monde des minéraux vitaux tels que les gypses, les nitrates et le potassium. Plus de 50% du cuivre mondial provient des déserts du Mexique, de l'Australie et du Chili, tandis que les déserts de Chine et des États-Unis sont des véritables mines d'or. Convertir tous les déserts en terres agricoles compromettrait notre accès à ces trésors. En effet, au lieu que l'eau s'évapore et laisse derrière elle ces précieux minéraux essentiels à la fertilité des sols, elle serait absorbée par les cultures. Ainsi, bien que les humains soient responsables de certaines transformations les plus extrêmes du terrain naturel de la planète, nous ne pouvons pas tout changer pour répondre à nos besoins. Garde cela à l'esprit la prochaine fois que tu iras à l'épicerie. Laquelle de ces transformations de la nature t'a le plus choqué? Et quels endroits aimerais-tu visiter? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.